Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer avec beaucoup de considération et de respect le vaillant peuple béninois au nom du parti Force Cori pour un Bénin émergent et de son président d'honneur, le président Boni Yayi. Nous éprouvons beaucoup d'empathie pour notre peuple par rapport à tout ce qu'il a souffert au cours de cette année 2019 que vous évoquez justement et qui a été marquée par beaucoup de faits et majeurs, aussi traumatisants les uns que les autres pour le peuple béninois, pour la jeunesse et pour l'ensemble de la classe politique. Et je voudrais, entre autres, évoquer le fait que les premiers mois de l'année 2019 ont été marqués par la mise en place par le pouvoir de la rupture d'un arsenal juridique. Et cela en dépit des protestations de l'opposition et des députés qui étaient encore en place au niveau de l'Assemblée. Finalement, nous avons compris que cet arsenal juridique n'avait pour objectif que de préparer la mise à l'écart totale de l'opposition dans la vie politique de notre pays, et notamment dans la marche vers les élections. Et effectivement, le 28 avril 2019, le pouvoir a procédé à une parodie d'élections sur la base des tests qu'il avait mis en place. Et cela s'est concrétisé par l'exclusion de l'opposition. Mais le peuple a réagi et le pouvoir lui-même, malgré la Sénat, la Cour constitutionnelle, tout ça là, en est arrivé à dire que la participation électorale se chiffrait autour c'est entre 10% et 25%. Bon. Mais tout le monde sait que ça ne correspond pas à la réalité et que c'est largement en dessous de la réalité qui, selon les observateurs impartiaux, se situerait autour de 5%. Et il y a même des régions où il n'y a pratiquement pas eu d'élection. Et pourtant, comme la région de Parakou, et pourtant, des députés ont été élus et installés. Nous savons les conditions dans lesquelles ils ont été installés. Nous savons la protestation populaire qui s'en est suivie à travers les événements de 1er et 2 mai, à travers les attaques des populations de Tchaourou et de Savè, la séquestration pendant 52 jours du président d'honneur Boni Yayi. Tout cela, ça a constitué des faits majeurs de l'année 2019. Et vous pouvez constater que tous ces faits-là sont absolument contraires à la démocratie,
à l'état de droit et au respect des droits de la personne humaine. Et tous ces faits-là sont l'expression de l'installation désormais dans notre pays de la dictature, et dont le principal mode de fonctionnement, c'est la répression, les tueries des 1er 2 mai, et en sont la preuve manifeste, et l'exclusion dans tout comme mode de fonctionnement. Et voilà, c'est la répression et le refus de permettre les manifestations de l'opposition sont les caractéristiques de la dictature que nous vivons actuellement. Bon. Et le deuxième élément majeur qui a suivi l'installation de cette assemblée monocolore, nommée assemblée de sang, etc., c'est la pression internationale qui s'en est suivie, mais également la sourde protestation de notre peuple. Tous ces deux éléments combinés ont amené le président Patrice Talon à annoncer la tenue d'un dialogue politique, et ce qui a été salué par l'ensemble de la classe politique. Mais vous avez suivi la suite, c'est que la ruse, la rage et la volonté de toujours exclure ont caractérisé ce pseudo-dialogue qui a été organisé le 10 octobre et qui effectivement a exclu tous les partis politiques de l'opposition, tous les partis politiques de la résistance. Bon, malheureusement, il y a eu la caution de quelques membres de Force Cori pour un Bénin émergent. Par quel processus le récépissé a été obtenu? Et j'ai l'habitude d'expliquer aux uns et aux autres que pas moins de 4 réunions du bureau politique ont été convoquées pour discuter de la question de savoir quelle position adopter par rapport aux injonctions du ministre de l'Intérieur, lesquelles injonctions se résument essentiellement à 2 éléments. Un, refaire un congrès constitutif. 2, faire en sorte que dans le staff dirigeant de Force Cori pour un Bénin émergent, il n'y ait plus un certain nombre de figures, de proue, qui n'étaient plus en odeur de sainteté vis-à-vis du pouvoir et qu'ils considéraient comme ayant maille à partie avec la justice, alors que, de toute évidence, c'est des exilés politiques. Donc 4 réunions du bureau politique ont dit non, nous n'allons pas, nous n'acceptons pas ces injonctions. Et je puis vous dire même que l'avis du président d'honneur a été sollicité, et cet avis-là était négatif. Il a été sollicité conformément à l'article 35 des textes qui régissent notre parti et qui disait que pour des questions majeures, il fallait solliciter son avis et que son avis était prépondérant dans ces questions majeures. À tel enseigne, lorsqu'on a évoqué ça, il a dit non, et tout le monde, le jour-là, au niveau du bureau politique, élargi aux députés, était tombé d'accord pour refuser d'aller
de répondre à ces injonctions-là. Mais, à notre grande surprise, sans plus rien dire, le trio que nous avons appelé le trio de la honte, le trio de la traîtrise, Humpe, Yaru et Isifu, avec d'autres camarades, ont fait un pseudo-congrès et ont élaboré des tests qu'ils ont déposés au niveau du ministère de l'Intérieur, à l'insu de l'ensemble du bureau politique et des militants. Donc, c'est ce qui leur a valu d'avoir ce récépissé-là. C'est le résultat de la volonté du pouvoir de diviser, d'affaiblir et de voir disparaître l'un des maillons importants de la résistance aujourd'hui dans notre pays que constitue Fos-Kori pour un Bénin émergent. Ils ont été instrumentalisés. Ils sont aujourd'hui soumis au pouvoir de la rupture. Contre quoi eux seuls le savent. Toujours est-il que cette traîtrise-là ne s'est même pas arrêtée là. Puisque par la suite, lorsqu'on les a dénoncés comme traîtres et autres, ils ont fait une espèce de mea culpa en disant non, et on s'est trompé, on a voulu simplement prendre le récépissé, mais nous allons présenter nos excuses, etc. Bon. Donc, on a cru à cela, à telle enseigne que le 9 octobre, on a organisé un bureau politique sur la base du congrès de Parakou. Et ce bureau politique-là a été convoqué sur instruction de Djenotin Valentin, de concert avec le secrétaire administratif et Zachary Chabi. Et sur ces instructions, Yaru, en tant que premier secrétaire exécutif national adjoint, a présidé ce bureau politique de 15 membres, puisque c'était uniquement les membres du bureau politique présents sur le sol national. À l'issue de ce bureau politique-là, faisant la synthèse, il a dit, bon, nous prenons acte. Il n'y avait que 4 personnes qui voulaient qu'on aille au bureau politique du 10. Donc, on prend acte. La majorité, le bureau politique décide de ne pas aller à ce dialogue-là. C'est lui-même qui a fait la synthèse. À notre grande surprise, le lendemain, ils se sont portés sur les lieux. Et vous avez suivi la suite. Eux qui sont partis là, après ils disent non, que les choses, le pouvoir n'a pas respecté les débats auxquels ils ont pris part. Moupaye a même dit que le pouvoir les a ligotés, mais ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Mais on constate qu'ils ne font pas marche arrière. Ils avancent. Ils avancent parce que simplement, ils ne peuvent pas faire autrement, nous constatons. Ils ont pris des engagements qui sont tenus aujourd'hui de respecter par rapport au pouvoir. Justement. Et ceci au grand détriment des Fos-Kori pour un Bénin émergent. Mais la sérénité ne nous quitte pas parce que la majorité du bureau politique est restée fidèle aux idéaux, au congrès de Parakou. Les militants, à la base, leur réservent, souvent dans leur tournée, des accueils, que je leur laisse eux-mêmes le soin de vous qualifier. Toujours est-il que
C'est des camarades qui, brusquement, ont les moyens de faire les tournées que nous n'avions pas ensemble les moyens de faire. C'est des camarades qui ont aujourd'hui accès à toutes les chaînes. Ça laisse dubitatif. Et la dernière, c'est que Yarou a déclaré que FCBE ne faisait plus partie de la résistance et qu'il y a eu un congrès, et je dis un congrès, une décision du bureau politique dans ce sens. Donc, nous avons compris que ces camarades-là ont adopté totalement les méthodes, les moyens de fonctionnement de la rupture, à savoir la ruse, la rage et le mensonge. Pour nous, il n'y a pas de FCBE officiel et de FCBE officieux. Il n'y a qu'un seul FCBE dont le secrétaire exécutif national a pour nom Djenotin Agossou Valentin. Il n'y a pas autre chose. Les Yaroués et autres, ils sont en perdition. Personne ne les suit. Ils sont en perdition. Ils sont en perdition. Et on sait aujourd'hui pourquoi vous prenez chacun d'eux et vous pouvez faire des investigations. Vous allez savoir, entre autres, pourquoi ils se sont livrés. Le pouvoir a pu si facilement les instrumentaliser. Okay. Donc, il n'y a pas de FCBE officiel et puis de FCBE. Non. Ça, c'est dans leur tête et dans la tête du pouvoir. Ils ont pu les prendre et ils les promènent quand cela est nécessaire pour avoir une certaine caution. Mais ne sont dupes que bien ceux qui veulent l'être. C'est comme la CEDEAO. Ils ont utilisé leur présence pour dire que voilà, que le consensus a été, le dialogue politique là était consensuel et que même Force Cori pour un Bénin émergent était présent. Sinon, les militants restent fermement attachés au congrès de Parakou, au bureau politique de Parakou, au test de Parakou, qui fait du président Yaïbouni le président d'honneur avec ce fameux article 35 qui, semble-t-il, aurait disparu des tests qu'ils ont concoctés avec le pouvoir. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais les militants commencent par en avoir rare le bol et pensent même certains que nous, les dirigeants, là, nous sommes complices du trio et de la honte, mais nous leur disons de garder encore leur calme. Et l'année 2019 touche à sa fin et nous sommes convaincus que les premiers jours de 2020 verront une clarification de cette situation et les militants pourront être de nouveau entièrement fiers de leur parti Force Cori pour un Bénin émergent qui est partie intégrante de la résistance et qui œuvre aux côtés de la résistance pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de la personne humaine. Et ils vont cesser bientôt d'avoir honte de ce trio-là, qui n'a pas hésité à pratiquement inviter le pouvoir à interdire les manifestations de la résistance. Et ça, c'est une grosse honte. Cette constitution-là, ça a été révisé par qui?
par l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale-là, elle est légitime. Elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime. Nous, le peuple ne la reconnaît pas. Le peuple ne la reconnaît pas. Donc, par conséquent, tout ce qui porte sa marque est entaché d'irrégularité. Non seulement pour la région, mais pour l'ensemble du peuple béninois qui l'a rejeté à plus de 90% et à plus de 75% au moins, selon leurs propres statistiques. C'est ça. Donc non, il a révisé la Constitution de manière, avec son assemblée, sans associer personne, conformément à sa loi fondamentale d'exclusion. Bon, c'est ce qu'on peut constater. Mais nos revendications demeurent. Et c'est ça qui fait que c'est un non-événement. Parce que nous n'avons pas reconnu cette assemblée-là. Et notre revendication majeure reste et demeure la reprise des élections législatives. La résistance est issue du peuple et se doit de vivre dans le peuple comme le poisson dans l'eau. Et n'était-ce les lois scélérates qui ont été mises en place, n'était-ce la dictature, mais on aurait constamment vu la symbiose qu'il y a entre le peuple et la résistance. Et cette symbiose-là s'est manifestée à Majestic et particulièrement à Parakou et à Vidolé, où on a vu que le peuple était spontanément sorti et n'était sa présence, bon, on n'aurait pas pu tenir la manifestation de Parakou. C'est le rapport de force que sa présence a créé qui les a obligés à ne pas nous disperser et à nous mater comme nos propres camarades de la pseudo-direction des FCBE ont demandé. Donc, en fait, l'objectif de la résistance, en organisant ces manifestations, c'était de renouer avec les populations. Et ça a été fait de fort belle manière. Et les populations ont même demandé à ce que le droit de manifester soit de nouveau une réalité. C'est-à-dire que dans les manifestations, nous ne soyons pas contraints de rester dans les quatre murs. Ça, ce n'est pas normal. Dans une démocratie, ce n'est pas normal. Et nous continuons d'exiger le droit de manifester, le droit de nous organiser. Et c'est le pouvoir qui fait tout pour nous désorganiser. La preuve, vous avez vu, ces chevaux de Troie, au niveau de Force Cori pour un Bénin émergent. Mais pour autant, dire que la résistance est inorganisée, tout ça, non, c'est aller vite en besogne. La résistance est en train de s'organiser malgré les chicanes, malgré les chaînes que le pouvoir met en place pour empêcher cette organisation-là.
Et je peux vous dire que l'année 2020 verra effectivement une résistance encore mieux organisée, encore plus combattante qu'elle ne l'a été durant l'année 2019. Parce que notre Constitution a prévu des libertés que le pouvoir est en train de mise sous boisseau et que la résistance va réveiller. La résistance va réveiller. Nous allons de nouveau avoir droit de citer du point de vue de la liberté d'expression, du point de vue de la liberté de manifester. Toutes ces libertés fondamentales reconnues par notre Constitution doivent être plus que jamais de nouveau à l'ordre du jour. Ceci d'autant plus que les rupturiens, ils ne se privent pas pour user de ces droits-là, sans qu'on ne voie une cargaison de véhicules et blindés, de militaires, de policiers armés jusqu'aux dents débarquer. Mais c'est une honte ce qui se passe. Est-ce qu'une assemblée qui est élue par le peuple s'impose au peuple? Est-ce qu'une constitution qui est la loi fondamentale qui régit le peuple, et qui a été... Est-ce que la loi, est-ce que la constitution de 1990 là, est-ce qu'elle s'imposait à notre peuple? Non, elle est issue de notre peuple. C'est un processus populaire qu'il a mis en place à partir du moment où cette assemblée, cette constitution-là font des efforts pour s'imposer. Ça montre leur vraie nature. C'est-à-dire qu'ils sont anti-démocratiques, qu'ils sont anti-populaires et que c'est la dictature qui empêche le peuple de révéler leur véritable nature. Je pense que le pouvoir de la rupture, ceux qui pensent qu'il peut changer se font des illusions. Mais on connaît le Nigeria. Et nous sommes dans la CEDEAO. Nos économies sont interliées. Et la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest, sinon même du continent, c'est le Nigeria. Moi, je pense que c'est un manque de sagesse de voir, d'analyser la fermeture de la frontière en ces termes-là. Je pense que la sagesse et l'amour du peuple devraient amener à chercher les voies et moyens d'une conciliation pour que les choses rentrent dans l'ordre. La voie de la sagesse devrait amener à rechercher les voies et moyens pour aboutir à des situations où chacun est gagnant. Parce que voir la situation autrement, c'est ne pas se rendre compte des effets réels, de l'impact réel de cette fermeture-là sur le niveau de vie des populations. Moi, je crois que on devrait faire preuve davantage de sagesse. C'est vrai,
le président a dit dans son discours de la résilience de notre pays, de la résilience donc des populations à ce choc externe. Il faut se poser la question de savoir si la dictature n'était pas là et qui empêche l'expression populaire, on ne sait pas. Est-ce que le peuple aurait adopté cette attitude? Il parle de résilience. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt plus juste de parler de résignation? Et résignation, pourquoi? Parce que les gens ont peur. Parce que les gens ont peur. Moi, je crois que ce choc exogène dont il parle, avec le choc interne auquel il soumet la population, si malgré ça il y a résilience, moi je pense qu'il faut parler de résignation. Et un peuple peut être obligé de se résigner un temps. Tout le peuple, une partie du peuple peut être obligé de se résigner un temps. Tout le peuple peut être obligé de se résigner un temps. Mais l'histoire de l'humanité montre que tout le peuple ne se réjouit jamais à se résigner tout le temps. Et les conditions que la rupture est en train de créer, je crains que cette vérité-là se réalise dans notre pays également. Parce que dans son discours, il a fait une analyse de la réalité socio-économique et politique. Moi, je l'ai écouté et je pense que je me suis simplement demandé, est-ce que nous parlons de la même chose? Est-ce que le pouvoir de la rupture analyse effectivement la même réalité que la résistance, est-ce que l'analyse là est portée sur la réalité que vit effectivement le peuple béninois? Est-ce que nous voyons cette réalité-là avec les mêmes yeux? Est-ce que c'est le même regard que nous portons sur cette réalité-là? Moi, je crois que toute la question est là. Toute la question est là. Si on analysait réellement le vécu, le ressenti que constitue la réalité du peuple béninois aujourd'hui, je doute qu'on pense que tout est bien dans le meilleur des mondes. Il suffit de promener votre micro à Dantopa, dans les différents quartiers de Cotonou, et d'interroger le Bénin profond sur toutes ces réalités que lui, il a décrites. Et vous verrez que c'est un fossé, que c'est une muraille de Chine entre les deux façons de voir comment le peuple vit sa réalité et comment eux ils décrivent cette réalité-là.
dans leur discours et qui est consacré par le bilan fait par le président Patrice Talon à l'Assemblée nationale. L'école, là, ce que les parents endurent au niveau de l'école, vous êtes parents d'élèves. Vous avez entendu ce qui a été décrit là. Les enseignants, ce qu'ils endurent. C'est incroyable. Je résumerai l'année 2019 en disant que elle a été une année particulièrement douloureuse pour notre peuple. Mais nous sommes un peuple de croyants. Et je dirais que beaucoup de Béninois croient avec moi que, comme le dit la parole, celui qui met sa confiance dans le Seigneur est comme une montagne. Il est inébranlable et il demeure toujours. Donc, notre peuple est un peuple d'espoir et d'espérance. Seulement, il faudrait que le peuple comprenne et intériorise son vécu et qu'il puisse s'organiser à l'instar de son avant-garde, la résistance, pour s'engager résolument dans le combat pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine. Le président a aligné beaucoup de chiffres, même si c'était vrai. Mais la parole dit aussi que l'homme ne vit pas que de pain, mais également de toute parole qui vient de Dieu. Autrement dit, dans un autre sens, c'est que l'homme ne vit pas que de pain, mais également de liberté. Et le développement durable, c'est le bien-être mental, physique, spirituel. Un peuple, même s'il vit matériellement bien, s'il n'a pas la liberté, ne peut pas être un peuple heureux. Encore que nous n'avons actuellement ni l'un ni l'autre. Donc, le peuple doit s'organiser pour exiger le retour des libertés. Et au cœur de ce peuple, j'en appelle à la jeunesse. Parce que la jeunesse est le fer de lance. Qu'elle comprenne que la contradiction actuelle n'est pas une contradiction générationnelle. Ce n'est pas les jeunes contre les vieux. Tant et si bien que la rupture, la mouvance assez jeune, la mouvance assez vieux. Si c'était un combat entre jeunes et vieux, il n'y aurait pas des jeunes qui seraient du côté de la mouvance et des jeunes qui seraient du côté de la résistance. Ça veut dire que la contradiction principale, c'est entre le pouvoir de la rupture qui accapare tout, qui appauvrit notre peuple,
qui empêche la jeunesse de s'épanouir. Et de l'autre, le peuple qui veut quand même avoir le pain, le peuple qui veut quand même avoir les libertés, les jeunes qui veulent s'épanouir, les jeunes qui veulent des emplois. Donc, les jeunes doivent être conscients de cela et s'organiser autour de notre peuple avec la résistance pour résister. Il ne faut pas qu'ils se trompent de combat. Et je terminerai en disant que la nouvelle année 2020, qu'elle apporte à notre peuple la paix, la concorde, mais la libération aussi. Parce que la paix et la concorde, là, ne peuvent être une réalité dans la dictature.